Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. J'ai ouvert l'émission ce matin en disant, il y a de ces dates comme ça, que mardi 5 novembre, que j'ai l'impression de répéter en ondes depuis genre un an. Et là, on y est. J'ai préparé une rafale de questions pour essayer de se préparer à vivre la soirée électorale ce soir. Puis, bilan Kamala Harris, commençons par ça. Bilan de cette candidate qui, contrairement à tous les autres avant elle, a sauvé une année. Parce que normalement, là, c'est une année d'effort, de préparation pour obtenir le ticket, pour devenir le candidat républicain ou démocrate. Elle est comme débarquée sur la chaise par miracle. Elle a eu une partie gratuite. Étudié un an, dans le cas de Donald Trump, ça fait 2 ans qu'il est en campagne pour d'abord obtenir l'investiture du Parti républicain, puis pour être là à se demander s'il sera élu président au cours des prochaines heures, sinon des prochains jours. Campagne de Kamala Harris, en fait, elle est le reflet de ce que justement, il n'y a pas eu de processus. Est-ce que c'était la meilleure candidate pour le Parti démocrate? La question est ouverte. Si elle gagne ce soir, ben, il y aura une réponse convaincante. Tout le monde va se féliciter de ce qu'on a rapidement et bien fait les choses. Je rappelle quand même, et je faisais partie de ceux-là, il y a quelques mois qui disaient Mme Harris va avoir beaucoup de difficultés à être une campaigner efficace parce que le passé récent, quand elle a essayé de briguer l'investiture du Parti démocrate, montrait qu'elle avait assez peu d'adhérence auprès de l'électorat, y compris de l'électorat démocrate. Elle a court-circuité toutes ces étapes, puis évidemment, elle s'est imposée comme l'alternative à M. Trump, ce qui, d'entrée de jeu, la positionne pour un minimum de 45% des Américains qui vomissent en entendant le nom de M. Trump. Est-ce qu'elle a fait une bonne campagne? Je pense qu'elle a fait une campagne correcte, une campagne disciplinée, une bonne machine. Pas de grosses gaffes. Zéro gaffe importante. S'il y en a eu une, c'est le fait de son président et néanmoins ami, M. Biden, la semaine dernière. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est si ami que ça. Je pense que les relations, on en a parlé, mais je pense que les relations sont tendues et je crois que contrairement à ce que dit M. Biden, il n'y avait pas franchement de grand amour entre les deux, y compris pendant les années où ils ont été ensemble au pouvoir. Si M. Biden avait eu un vrai choix, je crois que sa candidate, femme et noire, c'était Stacey Abrams, qui par 2 fois brigué le job de gouverneur en Géorgie. Et je pense que c'était pas mal sa candidate. Alors, campagne, je dirais pas terne, mais sans audace, sans risque, où elle ne s'est pas définie. Elle s'est définie par opposition à son adversaire. Je ne suis pas Donald Trump. Et quand on lui a demandé par rapport à Biden quelle serait sa vision des choses, ben, elle dit déjà, je ne suis pas Biden, sans articuler un programme, quelque chose d'engageant, mais souriante. Tu me diras, c'est accessoire? Non, c'est pas accessoire. De l'énergie, ça fait du bien. Hier encore, je la regardais dans le dernier droit. Il y avait tout ce qu'il faut d'énergie enthousiaste pour faire bonne campagne. Est-ce que ça sera une bonne présidente? Sincèrement, j'ai pas d'éléments dans ce qu'elle nous a dit, dans ce qu'elle nous a appris dans son programme. Puis je pense qu'ils se mordent les doigts, je termine là-dessus, de ne pas avoir plutôt engagé un discours plus musclé avec la presse. C'est-à-dire qu'ils ont passé des semaines à refuser de répondre aux questions. Pas un point de presse pendant toute cette campagne. Et je suis tenté de te dire que c'est peut-être stratégiquement futé, mais symboliquement, ça te donne quelqu'un qui a l'impression de quelqu'un qui a peur et qui n'est pas capable de faire face à 10, 12, 15, 30, 50 journalistes. Or, tu veux être président des États-Unis. Bilan campagne de Trump? Campagne de Trump, une campagne en dents de scie, une campagne où il est, j'allais te dire, égal à lui-même, mais je pense pas en fait qu'il a doublé, triplé, quintuplé la mise dans la provocation, la manière de repousser sur la forme et le fond les limites de ce qui est admissible en politique. Je crois que c'est pas du tout une question de dérapage, c'est consciemment fait. C'est cette idée qu'il est le candidat de rupture qui est capable de dire les choses comme aucun politicien ne l'a jamais fait avant lui. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite totale. Campagne, on en a peut-être aussi parlé quelques fois, différente parce que c'est une campagne qu'il a menée vraiment contre la presse
conventionnelle, traditionnelle. 2016, c'était l'avènement des réseaux sociaux. Donald Trump a fait la preuve qu'il pouvait mener une campagne asymétrique avec moins de moyens que ses adversaires. Il a dépensé beaucoup moins que les démocrates, que Mme Clinton, mais grâce aux réseaux sociaux, particulièrement à Twitter à l'époque, il a pris tout le monde de court et il a très intelligemment tablé sur ce nouvel outil. Aujourd'hui, c'est la campagne des podcasts, c'est la campagne du balado. Donald Trump s'est adressé à ses électeurs via les balados, les longues conversations, les longs entretiens. Ça a beaucoup parlé, on l'a souligné, aux hommes, aux jeunes hommes, mais c'est aussi une façon différente de faire campagne. Ce que Mme Harris a essayé de faire un peu en rattrapage, mais en parlant peut-être à 2 ou 3 influenceurs. Au total, si on faisait le bilan de Trump, je pense qu'on est à 30, 40, 50 entrevues avec des podcasters. Et c'est encore une fois, c'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie délibérée. Et moi, je retiens quand même la force de l'image en 2 moments. Des frites chez McDo, un truc de vidange. Je retiens une 3e image, Mario. Le point en l'air le 13 juillet. Oui, beaucoup avant, en juillet. Le point lorsqu'il a été tiré, là. C'est l'image la plus forte de la dernière année. Je pense qu'il n'y a pas d'image, les photos. Et à ce moment-là, rappelons-nous, les démocrates se sont écrasés en disant « Malheur à nous, il est élu battable. Absolument. Il est plus battable. Or, il est totalement battable encore parce qu'on est dans la marge d'erreur. » Je suis différents sites, mais il y a Nate Silver, quand même très respecté, 538 Polling, qui est un site là, maintenant un peu associé à ABC, mais un site quand même indépendant qui fait ses affaires de modèles mathématiques, de modèles basés sur une agglomération de tout ce qu'il y a, de l'agrégation de sondages. Depuis 2 semaines, je le suis un peu tous les matins, depuis 2 semaines, il fait ses 1000 scénarios là, de résultats d'élection. Depuis 2 semaines, il était à 53%, donc 530 scénarios sur 1000, victoire Trump. Il était à 80 000 scénarios à minuit et 1. Donc, il y a quelques heures. Donc là, Nate Silver, là, il est à 50-50 et même une graine en avance Harris. Donc, c'est comme si au cours des 24 dernières heures, il a changé sa prédiction pour revenir vers un 50-50. Est-ce qu'il s'est ajusté ou est-ce que les sondages de la fin de semaine sont plus pro-Harris? Comment tu vois ça? La semaine dernière, dans un entretien, alors il faut voir que maintenant, il est indépendant parce que son site a été vendu et c'est vraiment le Silver Bulletin qui témoigne de tout. C'est quelqu'un qui aurait le cœur chez les démocrates, plutôt à gauche, il le reconnaît, mais qui a été très bon historiquement à sentir le vent et qui, la semaine dernière, quand on lui demandait « c'est quoi ton instinct ?» justement, compte tenu du 50-50, sa réponse a été « mon gut feeling, mes viscères me disent Trump ». Là, ce qu'il a fait hier, c'est sa dernière publication et c'est intéressant d'abord parce que d'un point de vue statistique, j'ai appris quelque chose que tu savais peut-être pas. Si tu fais 1000 flips d'une pièce de 25 sous ou de n'importe quelle pièce de toute façon, à pile ou face, les chances que ça soit face, c'est 50,5%. Ça, je ne savais pas que dans les probabilités, face sort davantage. Alors, lui a fait, à partir de l'agrégation, comme tu le disais, de sondages, mais de toutes sortes d'autres données, une dernière simulation à partir de son modèle qu'il a développé depuis 15 ans. Et il n'a pas fait 40 000 scénarios potentiels, parce que c'est généralement ce qu'il demande à sa machine de cracher, mais on a fait 80 000. Et il est arrivé à quoi? À 50,015 de probabilité ou de chance pour Kamala Harris. Autant dire, c'est pile poil 50-50 et par rapport à un traditionnel flip du 25 sous, c'est en dessous de la probabilité parce que la probabilité est à 50,5. Ouais. Moi, je ne savais pas ça, mais en bon parieur qu'il est, parce que c'est un redoutable joueur de poker parieur, il dit, il n'y a aucune marge dans ce que moi j'ai pour faire un pari. Il n'y a pas assez de probabilité pour être capable de... Exactement. Ouais. Alors, tous ceux ce soir et aujourd'hui qui, autour de nous, vont nous dire « Moi, je le sens, c'est Harris. Moi, je le sens, c'est Trump. » Et qui, invariablement, pour certains, auront raison. Oui, non, moi, la moitié auront raison. Oui, c'est ça. Exactement, mais tout le monde parle à travers son chapeau. Je suis convaincu à 99,999999 qu'il n'y a personne dans l'organisation de Mme Harris ou de M. Trump avec toute l'information qui, au moment où on se parle, a une conviction sur ce qui va se passer, non pas ce soir, mais au cours des prochains jours. Dernière question. Il y a pas mal d'experts qui ont l'impression que
dans un scénario serré, mettons là tout autre scénario qu'une vague imprévue démocrate, là, qui ferait tomber tous les États clés, tout déboule chez les démocrates. Dans tous les scénarios de c'est hyper serré. À 2h du matin, il reste des votes à compter qui pourraient faire la différence. On ne sait plus trop encore qui gagne, ce qui est probable dans l'état actuel de ce que tu viens de nous décrire. Et beaucoup d'experts pensent que Donald Trump va prendre le micro et faire un discours de la victoire. C'est ce que tout le monde dit. Est-ce que tu y crois? Et donc, là, installant l'idée que lui a gagné, puis là, après ça, chez ses partisans, que tout ce qui survient après de décompte des votes demain puis après-demain au besoin, mais là, ça devient de la fraude. Cette impression, là, donc, que l'élection est volée, parce que quand Trump fait un discours de la victoire, ses partisans sont sûrs que, dossier clos, il a gagné. Steve Bannon, qui est son âme damnée, fraîchement libéré de prison cette semaine et qui a repris le microphone, dit « Nous devons très tôt déclarer victoire ». C'était le conseil qu'il avait fait à M. Trump en 2020. Il faut voir que M. Bannon a déjà eu de l'influence auprès de Donald Trump, l'a bien conseillé en 2016. Il n'était plus nécessairement en odeur de sainteté en 2020, mais c'est quelqu'un qui, en matière de stratégie pour les républicains, particulièrement pour le mouvement MAGA, en fait pas pour les républicains, est écouté. Alors oui, il y a une espèce d'unanimité dans le commentariat, l'effet que Trump va très tôt déclarer qu'il a gagné. Moi, c'est la même chose que sur les résultats électoraux. J'ai appris à ne pas trop parier sur Trump parce que sur certains trucs, il est fidèle à lui-même, mais c'est un crackerjack. Tu sais jamais de où vont venir les coups. Si j'avais à parier aux probabilités, je dirais, ouais, probablement que quelque part dans les 24 prochaines heures, il va dire, je suis le gagnant, dans des circonstances où il n'y aurait pas de résultat le permettant de le prouver. Parce qu'évidemment, s'il dit qu'il est gagnant et que la carte électorale... qu'il est gagnant, oui, c'est ça c'est correct. Il y a vraiment rien là. Mais dans un cas de figure où ça serait serré, chaud, où on n'est pas capable de tirer de conclusion, que lui dirait « nous avons gagné », je pense que je parierais davantage là-dessus que sur l'inverse. Mais... il peut insaisissable. Il peut surprendre. Je te dirais que les premiers indices sérieux du type de soirée, sinon de journée plurielle qu'on va passer, 19h et 19h30, la Géorgie, Caroline du Nord. Si ça va mal pour M. Trump en Géorgie et en Caroline du Nord, il n'y a plus beaucoup d'espace d'espoir. Moi, je pense que l'Arizona, il va l'emporter. Si j'avais une petite prédiction, je pense que l'Arizona, il va l'emporter. Je pense qu'il est capable d'arracher la Pennsylvanie. Je dis bien que je pense. Mais je ne le sais pas, mais je pense, pour plein de raisons, parce que je pense que c'est un électorat sous-estimé dans son ressentiment. Mais si on voit qu'en Géorgie et en Caroline du Nord, ça passe pas, mais ça va prendre du temps, c'est pas les premières minutes qui vont nous le dire, les scénarios optimistes pour M. Trump vont se réduire comme peau de chagrin. Je termine là-dessus. Si j'ai une certitude, c'est qu'il est très possible qu'il y ait une victoire pour Mme Harris ou pour M. Trump beaucoup plus claire que ce que les sondages nous disent. C'est-à-dire qu'on arrive à une victoire qui, à défaut d'être super convaincante, est marquée au collège électoral, même si c'est serré dans les intentions de vote. Donc, on pourrait se retrouver avec un gagnant ou une gagnante assez dès ce clair. Soir. Ou demain, disons, parce que ce soir, écoute, la Pennsylvanie, à minuit, n'aura pas 55-60% des votes comptés, puis je vois mal, à moins que l'écart soit énorme, je vois mal une télévision prendre le risque de dire « la Pennsylvanie va aller à... » Alors, s'il y a par ailleurs une déferlante partout ailleurs pour Mme Harris, peut-être que c'est possible, ou pour M. Trump, mais parce que la Pennsylvanie est la Pennsylvanie et qu'avant minuit, il n'y aura pas de résultat définitif et consolidé, je pense. Il est très possible que ça soit au minimum dans la nuit. Sinon, demain, jeudi. Moi, mon impression, là, c'est que ça va se clarifier demain entre 6h30 et 7h moins quart qu'on va pouvoir l'annoncer dans ta chronique en primeur. Salut Stéphane. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pression aux États-Unis pour qu'on ait des résultats avant samedi. Ils ne veulent pas donner à M. Trump les 4 jours qu'il a eu la dernière fois. C'est évident. Quand je dis « ils ne veulent pas », c'est plein de monde, y compris le Parti démocrate. Merci Stéphane. À demain. Bonne soirée électorale. Lui est électoral ici. Oui. Ah oui, c'est vrai. En France. Salut.